Azuro et le défi du Père Noël. Texte de Laurent et Olivier Souillet. Illustration de Jérémy Fleury. Édition Ozu. Dans le village, les enfants étaient heureux. Noël arrivait à grands pas. Plus que 3 nuits avant le grand jour. Quelqu'un frappait bruyamment à la porte de la caserne. Azuro ouvrit, mais ne vit personne. Soudain, une voix enjouée déclara « J'ai du courrier pour vous !» Un lutin tout rikiki se tenait devant lui. Il était rigolo avec son bonnet vert, ses oreilles pointues et son nez allongé. Il tendit une enveloppe à Azuro, puis disparut dans un nuage de fumée. Incroyable! C'était une lettre du Père Noël. Il demandait aux Dragono de le rejoindre au pôle Nord de toute urgence. Jippy et Azuro s'envolèrent à tire d'aile. Sur le chemin, ils découvrirent un spectacle magnifique, une aurore boréale. Le Père Noël les accueillit à bras ouverts. Après leur avoir offert un délicieux souper, il s'expliqua. « Mes reines sont malades. Pour distribuer les cadeaux aux enfants, je dois faire appel à un dragono. Crème, mon dragon cracheur de neige, est habituellement là pour m'aider. Mais il s'est absenté pour aller voir ses parents. Azuro, tu seras soumis à des épreuves, car je dois savoir qui est le meilleur de vous deux, dit le Père Noël. Et il disparut derrière une porte en bois. Quelques instants plus tard, il revint accompagné d'un dragono rouge et d'une élégante chauve-souris. Voici Vermillon et son ami Alia. Azuro, tes talents de pompier m'ont impressionné, mais un seul dragono m'accompagnera. Celui qui gagnera le plus d'épreuves demain. C'est moi qui vais gagner, s'exclama Vermillon en gonflant la poitrine. Maintenant, je vais vous faire visiter mon petit chez-moi, s'exclama le Père Noël. Les dragonos restèrent sans voix lorsqu'ils découvrirent l'atelier de confection des jouets. C'était le plus bel endroit du monde. Mes amis, il est maintenant l'heure d'aller se coucher, dit le Père Noël en bâillant. Alors qu'Azuro entrait dans sa chambre, Vermillon lui chuchota à l'oreille. « Tu devrais abandonner, tu ne feras pas le poids, dragounet. » Le lendemain, les épreuves s'enchaînèrent comme prévu. Course de vitesse sans faire tomber les cadeaux, résistance face aux vents les plus forts. Il était impossible de les départager. Finalement, le Père Noël organisa une dernière épreuve, le défi du feu contre l'eau. Le Père Noël annonça « Prêt, 3, 2... » Sans qu'il s'en aperçût, Vermillon expulsa des boules de feu avant la fin du décompte. Heureusement, Azuro réagit immédiatement. Après plusieurs minutes, les dragonos abandonnèrent à bout de souffle. Encore une fois, match nul. À la fin de la journée, le Père Noël fit asseoir Azuro et Vermillon devant la grande cheminée. « Mes amis, vous êtes les dignes successeurs de Crème. Hélas, je n'ai besoin que d'un seul dragon pour tirer le traîneau. Laissons le hasard décider. Dans mon bonnet, il y a 2 papiers. Le dragono qui tirera celui avec un traîneau m'accompagnera, dit le Père Noël avec une voix grave. Vermillon croisa le regard d'Alia. La jolie chauve-souris le vit alors qu'il était en train de tricher, et Vermillon hésita. Son envie de gagner valait-elle la peine de décevoir son ami ? C'est Azuro qui vous aidera à distribuer les cadeaux, déclara alors Vermillon d'un ton bourru. Je lui laisse la place. Surpris, le Père Noël félicita le dragono pour sa généreuse proposition. Ému, Azuro en resta bouche bée et se contenta de sourire à celui qui n'était plus son adversaire, mais son ami.
Le jour venu, un épais brouillard s'était formé. Impossible de voir plus loin que le bout de son nez. Tous étaient désemparés jusqu'à ce qu'Azuro leur souffle une idée. Le spectacle était magnifique. Vermillon projetait de puissantes flammes transperçant le brouillard et traçant ainsi la voie à Azuro qui tirait le traîneau dans le ciel. « Voilà ça, c'est la magie de Noël !» s'enthousiasma le vieil homme. De mémoire de lutin, la distribution des cadeaux de Noël ne fut jamais aussi rapide. « Azuro et Vermillon, vous m'avez été d'une aide précieuse. Mes reines tiennent à vous remercier en vous offrant ces gros lots, » déclara le Père Noël. Au moment de se quitter, Azuro, Vermillon, Jippy et Alia promirent de se revoir. Et de retour à la caserne, Jippy et Azuro découvrirent que le Père Noël ne les avait pas oubliés. Joyeux Noël, petite taupe. Texte d'Oriane Lallemand. Illustration de Claire Frossard. Édition Ozu. C'est la veille de Noël. Le nez collé à sa fenêtre, petite taupe regarde la neige tomber. Elle soupire. Oh, que va-t-elle faire de cette longue journée? Soudain, qui frappe à la porte de la petite taupe? Quelle bonne surprise! C'est Jojo le blaireau et Jean Lapin. Entre eux, il y a... Oh, un beau sapin! On a pensé que ce sapin de Noël, ce serait joli dans ton salon, dit Jojo. Ravi, petite taupe aide Jojo le blaireau à installer l'arbre de Noël. Mais soudain, qui frappe à la porte de la petite taupe? C'est Milly Mésange et ses petits. Bonjour, petite taupe, dit Milly. Avec les enfants, on a fabriqué ces boules de Noël pour toi. J'espère que tu les aimeras. Pour les remercier, petite taupe les invite tous à goûter. C'est alors que... Qui frappe à la porte? C'est Jules l'écureuil. Il tient entre ses pattes un gros livre. C'est Noël demain, dit-il. Alors je me suis dit, je vais aller lire un conte à ma petite amie. Très émue, petite taupe le fait entrer, mais elle s'inquiète. Est-ce qu'il y aura assez à grignoter pour tout le monde? À cet instant, qui frappe à la porte de la petite taupe? C'est Léon le hérisson. Il apporte à petite taupe un cake au potiron. Je l'ai fait cet après-midi pour ma petite taupe préférée, dit-il. Joyeux Noël! Cela tombe bien, applaudit petite taupe. Tout le monde a très faim. Tandis que Jean Lapin découpe le gâteau, petite taupe prépare les verres de sirop. Tous sont impatients de goûter, mais soudain... Ah, mais qui frappe encore à la porte? C'est Léo la grenouille et Clara Mulot qui se sont fait tout beau. On est venu t'inviter à dîner, dit Léo. Pas question que tu sois seul pour le réveillon. Petite taupe les remercie et les fait entrer. Les deux amis en restent bouche bée. Ah ça non, petite taupe n'est pas seule dans sa maison. C'est enfin l'heure de se régaler. Miam, les gâteaux à la noisette de petite taupe sont merveilleux et le cake au potiron, délicieux. Mais soudain, qui frappe à la porte de la petite taupe? Ah, c'est le loup! N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal, dit le loup tout doux. Je voulais juste souhaiter un joyeux Noël à petite taupe. Et il lui fait un gros bisou. Quelle douce nuit dans la petite maison. Tout le monde est réuni. Petite taupe est au paradis. Joyeux Noël les amis. Le goûter de Noël de Sourisette. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. C'est bientôt Noël et Sourisette, une petite souris blanche, se dit
qu'elle aimerait bien préparer un goûter de fête. Mais elle n'a rien dans sa petite maisonnette. Oh, si seulement j'avais de quoi organiser un beau goûter de Noël, soupire-t-elle. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, elle entend frapper doucement à sa porte. Elle ouvre et découvre un rouge-gorge venu lui offrir une petite bouteille de jus de pomme épicé pour se réchauffer. « Joyeux Noël, Sourisette! Voici de quoi commencer ton goûter. » Sourisette verse un peu de jus dans un verre. « Merci, Rouge-gorge, c'est un bon début. » Puis, on frappe de nouveau. Un écureuil arrive avec 2 grosses barres de chocolat. « Pour un Noël délicieux, » dit-il en souriant. Sourisette prend les barres et les place sur la table. « Merci, écureuil, avec du chocolat, mon goûter commence à prendre forme. » Peu après, un 3e ami se présente. Un lapin bondit jusqu'à la porte apportant 3 biscuits. « Pour ajouter un peu de croquant, » dit-il joyeusement. Sourisette les dispose joliment sur une assiette. « Merci, lapin. 3 biscuits, c'est parfait pour partager. » Un peu plus tard, quelqu'un frappe doucement à la porte. Une chouette entre en apportant 4 livres de contes de Noël. « Pour mettre un peu de magie dans l'air, » explique la chouette. Sourisette empile les livres dans un coin douillet. « Merci, chouette, avec ces contes, la fête sera encore plus belle. » Peu après, un autre visiteur arrive. Un hérisson entre avec 5 petites crêpes empilées dans une assiette. « Des crêpes pour le goûter, » dit-il en riant. Sourisette place l'assiette sur la table. « Merci, hérisson. Avec 5 crêpes, on va bien se régaler. » Qui frappe encore à la porte de Sourisette? Un renard roux apporte 6 petits pots de confiture parfumée. Pour tartiner les crêpes, une confiture de chaque parfum. Sourisette est ravie et aligne les pots sur la table. « Merci, renard, ça va être un vrai festin. » Peu après, elle entend quelqu'un toquer. Un castor arrive avec 7 boules de Noël pour décorer son sapin. « Pour créer une ambiance chaleureuse, » dit-il. Sourisette place les boules sur le sapin et remercie le castor. Ensuite, quelqu'un d'autre arrive. Une grenouille saute jusqu'à la porte avec 8 petites guimauves pour tremper dans le chocolat. « Pour que ta maison soit encore plus gourmande, » dit-elle joyeusement. Sourisette place les guimauves et remercie Grenouille. Avec ces guimauves, mon terrier est parfait. Juste après, elle entend un autre bruit. Un cerf vient avec 9 clémentines parfumées. « Pour un dessert frais et délicieux, » dit le cerf en déposant les clémentines sur la table. Sourisette les dispose soigneusement. « Merci, cerf, avec ces clémentines, mon festin est complet. » Enfin, un dernier visiteur toque à la porte. Un ours apparaît, portant 10 tasses de chocolat chaud fumant, parfumé à la cannelle. « Pour réchauffer tout le monde, » dit l'ours en souriant. Sourisette aligne les tasses sur la table, remercie Ours. Avec 10 chocolats chauds, tout le monde aura une boisson délicieuse. Grâce à tous ses amis, Sourisette a maintenant tout ce qu'il faut pour un merveilleux goûter de Noël. La maison est décorée, la table est pleine de douceur et tous ses amis sont là pour partager ce moment magique. Ils s'installent, savourent le festin, écoutent des contes de Noël et Sourisette se dit
que c'est le plus beau des Noëls qu'elle ait jamais connu. Sur la table, il y a donc une bouteille de jus de pomme épicé, 2 barres de chocolat, 3 biscuits, 4 livres de contes de Noël, 5 crêpes, 6 pots de confiture, 7 boules de Noël, 8 guimauves, 9 clémentines et 10 tasses de chocolat chaud. Avec tous ces délices, la fête de Noël de Sourisette est parfaitement réussie. L'ours polaire. Histoire Olivier Dupin. Illustration Sylvana Benaghi. Édition Caramel. Alison, la hérissonne, boit un jus d'orange bien frais, allongé dans son hamac, quand apparaît un gigantesque ours blanc. Il passe devant la maison d'Alison, ses valises à la main, et entre dans la maison voisine. Aussitôt, Gaston, le meilleur ami d'Alison, vient la voir. « Tout le monde parle de cet ours effrayant qui s'est installé à côté de chez toi. Les gens d'ici en ont très peur, et moi aussi. »« Il ne fait rien de mal, » répond Alison. « Pourquoi ont-ils peur ?»« Ils ont peur de se faire dévorer, » s'exclame Gaston. Soudain, l'ours blanc sort de sa maison, un sac vide à la main. Il regarde Gaston de ses yeux noirs et part dans la forêt. Quelque temps plus tard, l'ours revient, son sac est plein. Gaston regarde Alison en frissonnant. « Tu vois, il a sûrement capturé des animaux de la forêt pour les manger. » Le raton laveur s'enfuit à toutes jambes. Depuis, dans la forêt, c'est un peu la panique. Célia, la pie, s'est chargée, comme elle le fait tout le temps, de colporter la nouvelle. Et plus ça va, plus on raconte des histoires farfelues. Il paraît qu'il mange un sanglier à chaque petit déjeuner, disent les marcassins, qui sont pourtant tous là. On dit que les ours blancs capturent des castors pour les mettre en cage. Juste comme ça, indique Hector le castor. N'importe quoi, leur répond Alison. Ne croyez donc pas tout ce qu'on vous dit. La hérissonne est agacée par tous ces commérages. Elle rentre chez elle. Depuis sa fenêtre, elle observe l'ours blanc qui va et qui vient. Il sort de chez lui avec un sac vide et revient bien plus tard avec un sac rempli. Même elle commence à trouver ça bizarre. Qu'y a-t-il donc dans ce sac ? Les jours passent et l'hiver s'invite dans la forêt. Le froid s'abat d'un seul coup et la neige recouvre le sol d'un épais manteau gelé. S'ajoute à cela un grand vent glacé, obligeant les habitants de la forêt à rester enfermés chez eux des jours et des jours. Alison commence à s'inquiéter. Elle n'a plus grand-chose à manger. Alison décide de braver le froid et rejoindre le cœur de la forêt. Le sol est gelé. Elle glisse malgré ses petites griffes. Gaston et bien d'autres habitants ont fait de même. Mais la boutique de Madame Eliane est vide. Personne n'a pu venir livrer les habituelles provisions. Il n'y a plus rien. Que pouvons-nous faire ? Demande Alison à Hubert le bouc, le plus sage et le plus vieil habitant de la forêt. Le vieux bouc ferme les yeux et semble réfléchir. Ah non, il s'est endormi. Une ombre se dresse soudain derrière la jeune hérissonne. L'ours blanc. Oh, tout le monde frissonne. Qui va-t-il dévorer ? Suivez-moi, dit-il de sa grosse voix. Les habitants ont si peur qu'ils n'osent pas désobéir. Ils suivent l'ours jusque chez lui. En découvrant son logis, Alison comprend ce que l'ours a porté dans son grand sac. Il a fait d'incroyables provisions pour l'hiver. L'ours blanc est quelqu'un de prévoyant.
c'est autour d'une bonne soume fumante que les habitants de la forêt font enfin connaissance avec le généreux Nathan, l'ours blanc. Petite Flamme cherche un abri. Texte de Catherine Chaland, illustration d'Aurélie Guilleret. Édition Bayard Jeunesse. Petite Flamme est toute petite et pleine de vie. Elle n'a pas de maison, pas de lit. Alors elle se promène toute la journée à la recherche d'un abri. Un jour, Petite Flamme trouve une vieille maison. La maison a l'air triste et abandonnée. Petite Flamme pousse la porte. Bouh! C'est tout noir là-dedans. Petite Flamme entre. Il fait froid ici. Elle saute dans la cheminée pour faire un bon feu et tout réchauffer. Mais les bûches sont bien trop grosses et Petite Flamme n'arrive pas à les enflammer. Quand la porte s'ouvre en grand, Petite Flamme se met à rire et à gigoter. « Qui est-ce qui me chatouille ?» demande-t-elle tout excitée. « C'est moi, Petit Vent !» répond un malicieux petit courant d'air. Petite Flamme et Petit Vent jouent longtemps. Ils courent, ils sautent, ils rient et rient. Enfin, Petite Flamme dit « Bon, cette vieille maison a vraiment besoin d'être réchauffée. » Alors, dans la cheminée, Petit Vent souffle sur Petite Flamme. À eux deux, ils font un sacré feu de géant. C'est la première fois que Petite Flamme enflamme de si grosses bûches. « Bon, cette vieille maison a vraiment besoin d'être aérée, dit Petit Vent en se passant le nez. Alors Petit Vent ouvre tous les volets pendant que Petite Flamme réchauffe la maison. La maison tousse à cause de la poussière. Enfin, la maison étire ses 4 murs. Elle respire grâce au petit courant d'air et avec la chaleur, elle retrouve ses couleurs, comme elle est belle dans la lumière. Alors les animaux de la forêt s'approchent et les arbres se mettent à danser. « On est bien ici, dit Petite Flamme. On est bien chez nous, dit Petit Vent. Et c'est ainsi que Petite Flamme, qui n'avait pas de maison et pas de lit, trouva en même temps un abri et des amis. Voilà. Les petits espions du Père Noël. Écrit et inventé par Écoute mon histoire. Veux-tu que je te raconte comment les lutins du Père Noël te surveillent ? Eh bien, prépare-toi à découvrir un secret bien gardé. Chaque année, au début de l'hiver, de petits lutins très malins commencent leur mission secrète. Ces lutins, on les appelle les lutins du Père Noël. Ils ne sont pas comme les autres lutins, non. Ceux-ci sont invisibles pour les humains, mais ils ont des yeux magiques qui leur permettent de voir tout ce que font les enfants du monde entier. Leur mission ? Veiller à ce que tous les enfants soient bien sages pour que le Père Noël sache exactement quel cadeau apporter. Ces lutins sont petits, joyeux et très agiles. Ils portent tous un bonnet rouge pointu, des bottes en laine bien chaudes et une petite clochette qui tinte doucement à chaque fois qu'ils bougent. Et leur mission commence dès que le froid s'installe et que les premiers flocons de neige tombent. Mais alors, où se cachent ces lutins ? Eh bien, ils choisissent toujours des endroits surprenants. Parfois, ils se glissent sous le sapin de Noël, derrière les rideaux ou même sur une étagère de la chambre. Ils aiment aussi se percher en haut d'une étagère de livres d'où ils ont une vue parfaite sur tout ce qui se passe dans la maison. Lorsque les lutins regardent les enfants, ils n'espionnent pas pour les embêter. Au contraire, ils sont là pour repérer les gestes gentils et les moments où les enfants sont particulièrement sages. Par exemple, quand un enfant partage un jouet avec son petit frère ou sa petite sœur, ou lorsqu'il aide à ranger sans pleurer
sans râler. Le lutin prend un stylo doré et note tout dans son petit carnet magique. Ce carnet est très spécial. Chaque fois qu'un enfant fait quelque chose de gentil, une petite étoile dorée apparaît dans le carnet. Et plus il y a d'étoiles, plus le Père Noël sera content en les lisant. Mais attention, les lutins ne notent pas seulement les gestes gentils. Parfois, ils voient aussi des petites bêtises. Par exemple, quand un enfant refuse de manger ses légumes ou qu'il fait un caprice, le lutin fait tinter doucement sa clochette. Ce tintement est comme un rappel magique qui dit à l'enfant « Allez, tu peux faire mieux que ça ». Alors les lutins espèrent que l'enfant va se corriger et redevenir gentil. Les lutins aiment beaucoup observer les enfants qui préparent Noël avec leur famille. Quand ils voient un enfant décorer le sapin avec soin ou accrocher une guirlande en riant, cela remplit le carnet d'étoiles encore plus lumineux. Parfois, un lutin se met même à sautiller de joie parce qu'il est si content de voir les enfants s'amuser et être gentils les uns avec les autres. Veux-tu savoir comment les lutins fabriquent les jouets au pays du Père Noël ? C'est un véritable atelier de magie et de machines rigolotes. Dans chaque atelier, il y a d'immenses engrenages colorés et des tuyaux de toutes les formes qui sifflent et tournent en produisant des sons amusants. Il y a une machine en forme de bonhomme de neige appelée la glouglouteuse. Elle avale des morceaux de bois et les transforme en petits soldats et en puzzles. Elle fait toujours glou 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 en avalant les pièces et les recrache avec un pop joyeux dès qu'un jouet est terminé. Il y a aussi la boubouloscope, une grande boule en verre remplie de paillettes magiques. C'est cette machine qui transforme les étoiles dorées en poudre d'étoiles. La poudre d'étoiles est très spéciale car elle est fabriquée grâce au rire, au sourire et aux bonnes actions des enfants du monde entier. Quand un enfant fait un câlin, aide un ami ou sourit à quelqu'un, une petite étincelle apparaît quelque part dans le monde et les lutins la capturent pour l'amener à la boubouloscope. Chaque jour, elle brille un peu plus grâce à toutes les belles actions des enfants. Et puis, il y a la machine préférée des lutins, le bidouillophone. Cette machine un peu loufoque possède des bras qui s'étirent dans tous les sens pour attraper, assembler et colorer les jouets. Dès qu'un jouet est prêt, le bidouillophone éclate de rire et fait tinter toutes ses petites clochettes en guise de félicitations. Cette machine est même capable de fabriquer des jouets extraordinaires, comme des robots, des voitures miniatures qui font des pirouettes et beaucoup d'autres. Les lutins adorent utiliser toutes ces machines rigolotes pour préparer des jouets uniques et remplis de magie. Chaque jouet est fabriqué avec soin, rire et un soupçon de poudre d'étoile, prêt à faire briller les yeux des enfants le matin de Noël. Puis, quand la veille de Noël approche, tous les lutins se regroupent en secret. Ils se retrouvent dans un endroit que personne ne connaît pour partager toutes les étoiles qu'ils ont collectées dans leur carnet. Ils sont si heureux de montrer au Père Noël toutes les belles choses qu'ils ont vues et de raconter combien les enfants ont été sages cette année. Ils lui expliquent tous les bons gestes qu'ils ont observés, les câlins, les rires et même les petites bêtises corrigées. Le Père Noël écoute tout en souriant car il sait alors exactement quel cadeau il doit préparer. Enfin, le soir de Noël, les lutins s'assurent que tous les cadeaux soient bien chargés dans le traîneau. Ils aident le Père Noël à préparer son grand voyage et juste avant qu'il ne s'envole, ils lui chuchotent une dernière fois combien les enfants attendent cette nuit magique. Le Père Noël rit doucement et remercie ses lutins pour leur travail.
Puis il monte dans son traîneau prêt à distribuer tous les cadeaux. Et voilà, c'est comme cela que les lutins du Père Noël te surveillent. Ils ne sont pas là pour te gronder, mais pour voir toutes les belles choses que tu fais et pour que le soir de Noël, tu reçoives les cadeaux qui feront briller tes yeux. Alors, si tu entends une petite clochette qui tinte, souviens-toi que c'est peut-être un lutin qui t'observe avec un grand sourire, parce qu'il sait que tu es un enfant vraiment spécial. Le cadeau oublié. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Depuis des mois, le pôle Nord bouillonnait d'activités. Le Père Noël et ses fidèles lutins travaillaient jour et nuit pour que chaque enfant ait un cadeau parfaitement emballé et prêt à être livré. Les lutins, dans leur atelier, fabriquaient jouets, livres et autres merveilles en suivant scrupuleusement les souhaits inscrits dans chaque lettre pour le Père Noël. Pendant ce temps, le Père Noël, lui, organisait la grande tournée, triant et listant les cadeaux, s'assurant que chaque paquet serait exactement là où il devait être. Enfin, la nuit de Noël arriva. Les lutins chargèrent le traîneau sous les ordres de Pimprenelle, la chef des lutins, qui veillait à ce que chaque paquet soit bien rangé. Les reines, impatients de s'élancer dans le ciel, tapaient du sabot, tandis que le Père Noël vérifiait une dernière fois sa liste. D'un joyeux « ho 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 », il prit place dans le traîneau et s'envola avec son habit rouge, vif, étincelant sous les étoiles. Tout se déroulait comme prévu. Chaque maison visitée, chaque cadeau déposé près du sapin, chaque enfant assuré de recevoir exactement ce qu'il avait souhaité. Mais, alors qu'il approchait de la dernière maison, le Père Noël se rendit compte qu'il manquait un cadeau. La panique s'empara de lui. Comment cela avait-il pu arriver ? Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Un échange de cadeaux s'était produit quelque part dans sa tournée. Si rien n'était fait, chaque enfant risquait de recevoir un cadeau qui ne lui était pas destiné. Ne perdant pas une seconde, le Père Noël retourna en urgence au pôle Nord. Il convoqua alors les anciens Pères Noël, ceux qui avaient pris leur retraite, mais qui, comme de grands sages, restaient toujours disponibles pour les urgences de Noël. Les vieux bonhommes, accompagnés de leur reine, firent résonner leurs clochettes magiques et s'élancèrent dans le ciel pour aider à rectifier la distribution. Ensemble, ils repartirent de maison en maison pour récupérer chaque paquet. Les anciens Pères Noël, même après des siècles de repos, étaient rapides et précis. Ils se souvenaient de chaque recoin du monde et savaient exactement où déposer chaque paquet. Pendant que le Père Noël principal contrôlait les échanges, les anciens Pères Noël vérifiaient minutieusement chaque cadeau, s'assurant qu'ils correspondent bien à la liste des souhaits. Les reines, plus motivées que jamais, volaient de toit en toit, illuminant le ciel de leurs clochettes argentées. Après des heures de course effrénée, tous les cadeaux avaient enfin été récupérés et ramenés au pôle Nord pour un dernier tri. En vérifiant une dernière fois, le Père Noël comprit ce qui avait causé la confusion. Un cadeau avait été oublié
dès le départ. Ce simple oubli avait déclenché une série d'échanges qui avaient chamboulé toute la distribution. Pressé par l'arrivée imminente du premier rayon de soleil, il n'avait plus le temps de trier manuellement chaque paquet. Alors, le Père Noël utilisa sa dernière solution magique, une poignée de poudre d'or, une poussière précieuse qui ne pouvait être utilisée qu'en cas d'urgence absolue. Cette poudre spéciale flotte dans les airs et, comme par magie, se dispersa au-dessus des montagnes de cadeaux. En quelques instants, chaque paquet retrouva son destinataire exact et les cadeaux s'alignèrent en rangées parfaites, prêts à être redistribués. Mais le temps manquait toujours. Pour finir la tournée, le Père Noël sortit un chocolat magique préparé spécialement par les lutins. En le croquant, il serait aussi rapide que l'éclair. D'un grand croc, il avala le chocolat et un éclat de lumière l'entoura aussitôt. Avec la vitesse d'un éclair, il reprit sa tournée, déposant chaque cadeau sous chaque sapin juste avant que le premier rayon de soleil ne se lève à l'horizon. Au matin, quand les enfants se levèrent, ils trouvèrent, émerveillés, leurs cadeaux sous le sapin. Chacun ouvrit son paquet, découvrant exactement ce qu'il avait commandé dans sa lettre de Noël, comme s'il n'y avait jamais eu de confusion. Grâce à l'aide des anciens Pères Noël, des lutins et de la poudre d'or magique du pôle Nord, Noël fut sauvé de justesse. Tous les enfants purent savourer la magie de ce jour tant attendu, exaucant leurs souhaits et illuminant leur cœur de bonheur. Le magnifique réveillon de Noël. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Il était une fois une maison remplie de chaleur et de lumière où une famille se préparait pour un réveillon de Noël. Toute la maison était décorée, le sapin scintillait de mille feux avec de jolies guirlandes. Une douce odeur de pain d'épices flottait dans les airs. À l'extérieur, la neige recouvrait le jardin comme un manteau blanc, parfait pour cette fête de fin d'année. Cette année, la famille accueillait tout le monde, les papis et les mamies, les tontons et les tatas, et tous les cousins-cousines. La maison était pleine de rire et d'excitation, car tous allaient dormir là pour cette nuit magique. Les enfants, tout heureux, ne tenaient plus en place, en se demandant si le Père Noël passerait dans la nuit. Quand l'heure du dîner arriva, les petits eurent leur propre table, décorée spécialement pour eux, avec des assiettes en forme de petits rennes et des verres empilés de jus de pomme chaud épicé. Ils dégustèrent des mini-pizzas en forme d'étoiles, des légumes croquants et des biscuits en forme de sapin. Pendant ce temps, les adultes partageaient des plats plus copieux, mais tous avaient un point commun. Le repas se déroulait dans la joie, les éclats de rire et les chants de Noël. Après le repas, les enfants se mirent à chanter des comptines préférées, accompagnés par les papis qui jouaient de l'instrument et les mamies qui fredonnaient doucement. Les parents applaudirent et encouragèrent chaque petite performance, ravis de voir leur enfant briller sous les guirlandes lumineuses. Puis vint le moment tant redouté du coucher.
Avec toute cette excitation, il n'était pas facile de convaincre les enfants d'aller dormir. Alors, chaque parent se mit à raconter une histoire de Noël. Il y avait des contes de lutins, d'étoiles filantes et de petits ours polaires qui partaient à l'aventure dans la neige. Peu à peu, les petits yeux se fermèrent et chacun s'endormit avec un sourire aux lèvres en rêvant au cadeau. Mais au beau milieu de la nuit, un léger bruit réveilla certains enfants. Des grelots tintaient doucement et on entendait des pas discrets venant du salon. Tout excités, ils se glissèrent hors de leur lit et se regroupèrent en haut des escaliers. À pas de loup, ils descendirent, essayant de ne pas faire craquer les marches. Arrivés en bas, ils aperçurent une silhouette vêtue de rouge, au bonnet pointu et à la barbe blanche penchée devant le sapin. C'était lui, le Père Noël. Leur cœur battait à tout rompre, mais ils restèrent cachés derrière la porte du salon pour ne pas se faire remarquer. Le Père Noël déposa doucement des cadeaux, arrangea les paquets avec soin et sortit une boîte de chocolat doré qu'il posa en évidence pour le matin. Puis, il s'assit un instant pour croquer un morceau de pain d'épices, les yeux pétillants de malice. Avant de repartir, il jeta un coup d'œil vers l'escalier et cligna de l'œil, comme s'il savait que les enfants l'observaient en cachette. Les petits restèrent bouche bée, mais n'osèrent pas bouger, de peur de rompre le charme de tout ce moment magique. Puis, le Père Noël repartit en silence, laissant derrière lui une traînée de paillettes dorées. Les enfants, le cœur rempli de joie, remontèrent vite se coucher, serrant fort leurs couvertures, leurs doudous, pour se rendormir avec des étoiles dans les yeux. Le lendemain matin, à l'aube, les enfants se réveillèrent les premiers. Ils bondirent hors de leur lit et coururent réveiller tout le monde en criant « C'est Noël, c'est Noël !» Tout le monde se retrouva dans le salon, encore un peu endormi, mais ravi de partager ce moment. Devant le sapin, une montagne de cadeaux les attendait, soigneusement emballés et étiquetés avec des rubans de toutes les couleurs. Chacun ouvrit ses cadeaux avec émerveillement. Les enfants découvrirent des jouets en bois, des peluches, des circuits, des livres d'histoire. Les adultes se partageaient du chocolat et des petits souvenirs en souriant devant les mines ébahies des petits. Après cette joyeuse ouverture de cadeaux, un grand petit déjeuner fut servi avec des pains d'épices, des chocolats chauds crémeux et des crêpes fumantes garnies de confitures. Tout le monde se régala, entouré de l'odeur sucrée de Noël et du doux crépitement du feu de bois dans la cheminée. Puis, le temps des au revoir arriva. Les papis, mamies, tontons, tatas et cousins s'habillèrent chaudement, serrant les enfants dans leurs bras pour les saluer. Les rires et les embrassades remplissaient la maison, et chacun repartit avec un cœur rempli de souvenirs chaleureux en promettant de revenir l'année prochaine. Et tandis que la neige continuait de tomber doucement sur le jardin, la famille regarda les derniers invités partir en se disant que ce Noël resterait pour longtemps gravé dans leur cœur. L'apprenti Père Noël. Écrit par Alexandre Révérend. Édition Flammarion. Demain, c'est Noël. Le nez collé à la vitrine d'un magasin de jouets, Nicolas Barnsworth admire la fausse neige qui tombe sur le décor. Comme Félix, son meilleur ami.
Nicolas vit dans un orphelinat à Sydney, mais en Australie, le soleil brille toute l'année et ils n'ont jamais touché le moindre flocon de leur vie. « Oh les bébés, vous croyez encore au Père Noël ?» s'écrie une voix moqueuse. C'est Nicolas Grincroche, la terreur du groupe qui s'en prend toujours aux plus petits et surtout à Nicolas dont la tête ne lui revient pas. De retour à l'orphelinat, les enfants jouent au jeu de cette famille quand Madame Poulmer, la directrice, entre dans la pièce. « Félix, va chercher ta valise, tes nouveaux parents sont là. » Le jeune garçon part vivre en Amérique. Nicolas se retrouve seul. Le soir même, blotti dans son lit, il serre une photo de ses parents contre son cœur. Mais en partant, Félix lui a donné son porte-bonheur. Un bouchon rouge ramassé un soir de Noël au pied du sapin. Certainement un bouton de la veste du Père Noël. La chance lui sourira peut-être à lui aussi. À l'autre bout du monde, au pôle Nord, le Père Noël a encore fait le même cauchemar. Depuis quelque temps, il rêve qu'un autre Père Noël prend sa place. Mais cette fois-ci, Solange Folichon, son assistante dévouée, l'a entendu se réveiller en sursaut et elle compte bien lui faire avouer la cause de ses tourments. « C'est ce maudit règlement. Au bout de 168 ans, je dois choisir un jeune apprenti pour me remplacer. » Transmettre tout ce que vous savez à un enfant, mais c'est formidable, répond Solange. Un mélange d'inquiétude et de colère envahit le Père Noël. « Oui, mais qu'est-ce que je vais devenir après? Si je passe le flambeau à quelqu'un, je ne serai plus qu'un vieux machin qui ne sert plus à rien. Fabriquer des jouets et les offrir, c'est toute ma vie. » À peine a-t-il prononcé ces mots que l'on frappe à la fenêtre. Bientôt, 6 vieillards barbus, tous des anciens Père Noël, s'installent dans le salon. Le grand conseil doit se réunir immédiatement. « Si tu ne choisis pas un apprenti ce soir, c'est Noël qui est menacé. Comme tu le sais, cet enfant devra impérativement répondre à 3 critères. S'appeler Nicolas, être orphelin et avoir le cœur pur. » Le Père Noël doit se résoudre à obéir. Une énorme map monde s'élève alors dans la bibliothèque. À mesure qu'il énonce les 3 conditions, des points lumineux indiquant la présence des Nicolas dans le monde s'éteignent les uns après les autres. Tous, sauf un, au sud-est de l'Australie. Le dîner de réveillon s'achève à l'orphelinat. Grincroche ne peut pas s'empêcher de voler les chocolats que les autres enfants ont reçus. Nicolas Barnsworth leur offre les siens. « Et toi, tu n'as plus rien ?» lui demande une fillette. « Si ça peut faire plaisir aux autres. »« Je suis nouvelle ici. »« C'est quoi ton prénom ?»« Nicolas. Et toi ?» demande-t-il d'une voix timide. Elle est sur le point de lui répondre quand Madame Poulmer annonce l'heure d'aller se coucher. « Le Père Noël ne tardera pas à passer. »« Bah, il n'existe pas, ce sont les parents, » ricane encore Grincroche. « Les parents ? Ce sont eux qui n'existent pas, » répond tristement Nicolas. Les enfants sont endormis quand une ombre apparaît à la fenêtre du dortoir. Edgar, le lutin du Père Noël, est venu chercher Nicolas Barnsworth, mais Grincroche, réveillé par les bruits de voix, les prend sur le fait. « Moi aussi, j'adore le Père Noël, je lui ressemble plus que ce maigrichon. Et puis d'abord, moi aussi, je m'appelle Nicolas. » Heureusement, le Père Noël n'est pas dupe. Il réalise rapidement que seul Nicolas Barnsworth a le cœur pur. Furieux,
Greencroche jure qu'il se vengera. Mais le traîneau est déjà loin, emportant Nicolas Barnsworth vers son nouveau destin. Le lendemain matin, Nicolas ouvre lentement les yeux. Peu à peu, les souvenirs de la veille lui reviennent en mémoire. Un cadeau l'attend au pied de son lit. Un ours blanc, un vrai. Les deux nouveaux amis s'élancent dehors, au milieu d'un magnifique paysage de neige. Mais pour le Père Noël, il n'y a pas de temps à perdre. Nicolas doit commencer sa première leçon. Il entraîne aussitôt son jeune élève. Bienvenue dans la plus grande fabrique de jouets du monde. Des poupées, des cubes, des ballons, des robots, des déguisements défilent devant eux. Le Père Noël a beau essayer de lui faire croire que son rôle est ennuyeux, Nicolas ne peut en croire ses yeux. Quel enfant ne rêverait pas d'être à sa place? Le Père Noël décide alors de mettre Nicolas à l'épreuve et passe à la pratique. Mais un tour vertigineux en simulateur de traîneau volant est un exercice raté de livraison express de cadeaux, n'entamant pas le moral de Nicolas. Maintenant, tu dois savoir grimper aux cheminées. C'est la base du métier. Le pauvre, pris de vertige, perd l'équilibre et tombe dans les bras du Père Noël. « Je n'y arriverai jamais !» s'écrie le petit apprenti en s'enfuyant dans la neige. Il trouve refuge dans une étable. Pour moi aussi, ça n'a pas été facile au début, mais je me suis accrochée et bientôt j'espère faire partie de l'attelage du traîneau de Noël, dit soudain une petite voix. C'est Randolph, un jeune renne qui tient à le rassurer. Pendant ce temps, le Père Noël s'en veut d'avoir cherché à décourager Nicolas. Pourtant, je commence vraiment à l'aimer, ce petit, avoue-t-il à Solange. De retour dans la maison, Nicolas surprend la conversation du Père Noël et de Solange. « Ah, tu étais là ?» s'inquiète le Père Noël. « Bon, laissons tomber les travaux pratiques pour aujourd'hui. Je t'emmène dans mon atelier, là où j'invente de nouveaux jouets. » L'atelier ressemble à un immense laboratoire rempli de jouets encore à laisser. Nicolas est alors attiré par une maquette de maison de poupées. Même si vos lutins sont petits, comment font-ils pour sculpter des meubles aussi minuscules ? S'étonne-t-il. En guise de réponse, le Père Noël accepte de lui dévoiler son plus grand secret. Une boule magique qui réduit ou agrandit tout ce qu'il souhaite. Cette boule est unique et se transmet de génération en génération. Si par malheur elle venait à se briser, c'est toute la magie de Noël qui fondrait comme un flocon. Cela fait maintenant presque 1 an que Nicolas a rejoint le Père Noël. À l'orphelinat, la police, prévenue de sa disparition, est toujours à la recherche du jeune garçon, tandis que Greencroche rumine encore sa vengeance. Loin de là, le petit apprenti a fait d'énormes progrès et le Père Noël a décidé de l'emmener avec lui dans sa tournée le 24 décembre. Nicolas lui prépare aussi une surprise. Il veut créer son premier jouet. « C'est un secret, je veux qu'il soit fier de moi », explique-t-il à Edgar, le lutin. Mais le Père Noël tombe par hasard sur le jouet mécanique. Intrigué, il appuie sur le bouton et boum! Il déclenche une série d'explosions qui enflamment un stock de cadeaux et sa propre barbe. « Je suis désolé, tout est de ma faute », s'excuse Nicolas. « Nom d'une guirlande, à cause de toi, des enfants n'auront pas de cadeaux cette année !» Avec l'aide des lutins, Nicolas met tout en œuvre pour remplacer les jouets détruits. Mais il reste si peu de temps avant le départ du traîneau.
Convaincu par Randolph, Nicolas décide de se réconcilier avec le Père Noël. « Tu es un bon petit. Allez, tu viens avec nous ce soir, » dit le Père Noël, affublé d'une fausse barbe, prêt à partir. « Merci, mais je dois rester ici, finir les paquets. Et d'ailleurs, comment ferai-je pour vous les livrer ?» s'inquiète soudain Nicolas. « Tu trouveras, mon garçon, j'en suis certain, » lance le Père Noël en s'envolant. Le traîneau est déjà loin quand tout à coup, Nicolas s'aperçoit que le Père Noël a oublié sa précieuse boule magique. Il doit absolument la lui rapporter. Il se précipite vers la fabrique et finit par trouver un passage secret qui permet d'acheminer les cadeaux à la hôte. Le jeune apprenti retrouve rapidement le Père Noël, assis sur une cheminée, le regard perdu. Il ne se souvient plus ni du nom des enfants, ni des jouets qu'ils ont commandés. « Ma mémoire a fondu comme une vieille bougie de Noël. Demain matin, ces enfants ne trouveront rien sous leur sapin. » « Ce n'est peut-être pas dans votre tête qu'il faut chercher, mais... » suggère Nicolas. « Dans mon cœur. Bravo, je te dois une fière chandelle. » Ils peuvent enfin poursuivre la distribution des cadeaux et prendre le chemin de l'Australie, la dernière étape de la tournée. Mais en atterrissant dans la cheminée de l'orphelinat, une mauvaise surprise les attend. « Police !»« C'est bien lui, c'est Nicolas !» reconnaît Madame Poulmer. « Comment vas-tu, mon petit ?» Accusé d'enlèvement, le Père Noël a toutes les peines du monde à convaincre le commissaire de son identité. Grinch savoure sa revanche et affirme que le Père Noël est un imposteur. « Il existe un moyen très simple de savoir s'il s'agit du vrai Père Noël, » dit le commissaire en tirant brusquement sur sa barbe, qui lui reste entre les mains. Malgré les explications de Nicolas, la police décide d'embarquer le Père Noël, qui essaie alors de s'enfuir. Grinch, lancé à sa poursuite, profite de la confusion pour s'emparer de la boule magique. Rattrapé sur les trottoirs, le Père Noël est conduit au poste. Une confrontation s'engage entre les deux Nicolas. À l'aide de la boule, Grinch réduit la directrice, les autres enfants et Rufus, l'ours blanc à la taille de décoration de Noël. Seul Nicolas parvient à éviter les tirs et part à la poursuite de Grinch. Le Père Noël assiste impuissant aux moqueries des policiers depuis sa cellule. Soudain, la main sur le cœur, il se souvient de chacun d'eux, des jouets commandés quand ils étaient enfants, des bêtises qu'ils ont fait. « Mais comment vous savez tout ça, vous ? » ?»« Parce que je suis le Père Noël. » Sur les toits de l'orphelinat, Nicolas est arrivé à dominer son vertige. Il récupère la boule magique des mains de Grinch, mais elle lui échappe soudain et roule dans le vide. Tout juste libéré de prison, le Père Noël la rattrape à temps. Les pensionnaires de l'orphelinat retrouvent alors leur taille normale et Grinch promet d'essayer d'être moins méchant. Entouré de tous les enfants, le Père Noël assiste pour la première fois de sa vie à l'ouverture des cadeaux et Nicolas retrouve sa jeune amie de l'orphelinat. Il apprend alors qu'elle s'appelle Solange. « Avec un prénom comme celui-là, elle aura sa place auprès de toi, » lui glisse le Père Noël. Dans le traîneau qui vole vers le pôle Nord, un cadeau très spécial attend Nicolas. La précieuse boule magique. Le petit orphelin de Sydney est bien devenu le prochain Père Noël.